Bienvenue à ce webinaire de l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une partie des travaux que nous menons sur le pétrole et les produits pétroliers. Voici un aperçu de la présentation que nous allons faire. Commençons par une introduction sur l'importance du pétrole dans le mix énergétique mondial et sur les raisons de cette importance. La collecte de données sur le pétrole est importante et intéressante à bien des égards. En effet, le pétrole demeure la principale source d'énergie dans le monde, bien que sa part dans l'approvisionnement total énergétique primaire ait diminué depuis la création de l'AIE. Dans cette présentation, nous nous concentrerons sur la demande de pétrole et nous vous présenterons quelques principes fondamentaux pour la collecte des données sur la consommation de pétrole. Grâce à la collecte de données sur le pétrole, nous sommes en mesure d'identifier les principaux secteurs consommateurs et de comprendre les principaux moteurs de la croissance de la demande. Dans les pays de l'OCDE, par exemple, le pétrole est principalement utilisé pour le transport. En effet, malgré la diversification globale des sources d'énergie, le secteur des transports continue de dépendre fortement du pétrole. On observe une tendance similaire dans le reste du monde, où le pétrole est également principalement utilisé pour le transport. Intéressons-nous maintenant aux enjeux et aux complexités statistiques que l'on rencontre lorsque l'on veut quantifier la consommation du pétrole et des produits pétroliers. Avant d'examiner la consommation finale de pétrole, il est important de comprendre les principes de base d'un bilan énergétique, mais également les différents types de produits pétroliers et leurs flux. Ce qui suit est vrai pour tout produit énergétique. Dans un bilan énergétique, on trouve tout d'abord les données sur l'approvisionnement. L'approvisionnement total en énergie primaire, ATEP, est égal à la production domestique, plus les importations, moins les exportations, plus ou moins les variations de stock, moins les soutes maritimes et aériennes internationales. Vient ensuite le secteur de la transformation de l'énergie, qui convertit les sources d'énergie en d'autres produits énergétiques. Dans le cas du pétrole, par exemple, le pétrole brut est transformé dans les raffineries. Il en ressort sous la forme d'un produit énergétique différent, comme par exemple l'essence. En outre, une partie de la consommation est liée à l'autoconsommation de l'industrie de l'énergie, ce qui n'entre pas dans les données sur la transformation. La transformation est une conversion d'énergie, tandis que l'autoconsommation de l'industrie de l'énergie indique la quantité d'énergie consommée pour faire fonctionner les activités de production d'énergie, comme par exemple la quantité d'énergie qui est consommée dans une raffinerie ou une centrale électrique pour le fonctionnement des opérations, pour éclairer la raffinerie par exemple. Nous parvenons enfin à la consommation finale totale. Elle est répartie généralement par secteur, ici, industrie, transport, les autres secteurs, qui comprennent la consommation des secteurs résidentiels du commerce et des services, et bien sûr les usages non énergétiques. Notre présentation portera essentiellement sur la manière de classer les différents types de consommation finale lorsqu'on traite des données sur le pétrole et les produits pétroliers, et de comptabiliser les soutes maritimes et aériennes internationales. À ce stade, il est important de différencier le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés. Quand nous parlons de pétrole brut, nous entendons le produit pétrolier primaire qui sort d'un puits pétrolier. En l'état, le pétrole brut n'a pas beaucoup d'utilisation finale. Il est transformé en produit pétrolier utilisable dans une raffinerie. C'est ce que nous appelons les produits pétroliers secondaires. S'agissant de la consommation finale du pétrole, nous évoquerons donc principalement les produits pétroliers secondaires. Les produits pétroliers ont une grande variété d'utilisation finale. Nous allons passer en revue différents exemples d'utilisation et les classer de manière appropriée selon les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques. GPL, nafte, essence, carburéacteurs, kérosène, diesel, mazout, white spirit, lubrifiant, bitume, cire de paraffine, coque de pétrole et autres produits.
La consommation des produits pétroliers est ventilée entre le secteur de la transformation, l'autoconsommation de l'industrie de l'énergie, l'industrie, les transports, les autres secteurs et les usages non énergétiques. Nous allons voir de quelle manière inscrire les produits pétroliers dans le format du bilan énergétique, quels produits sont utilisés dans les différents secteurs et éclaireront également certains points de classification de la consommation finale du pétrole et des produits pétroliers. Le pétrole brut est principalement utilisé dans les processus de transformation, comme par exemple dans les raffineries. Dans quelques rares pays, le pétrole brut est également utilisé comme intrant des centrales électriques, ce qui constitue également un processus de transformation de l'énergie. Le gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, est couramment utilisé dans les appareils de chauffage ou comme combustible de cuisson. S'il est utilisé dans un appareil de chauffage, il n'est pas considéré dans ce cas comme une transformation, mais comme un usage final dans la catégorie « autre ». Si l'appareil est situé dans une maison, il s'agit d'une consommation résidentielle, tandis que si l'appareil est utilisé dans un immeuble d'entreprise ou un bâtiment du secteur public, la consommation sera comptabilisée dans la catégorie « commerce et services publics ». De la même façon, le GPL utilisé pour la cuisson entrera dans la catégorie « secteur résidentiel ». Lorsqu'il est utilisé dans un véhicule, il s'agit d'une consommation du secteur des transports. Le naphte est utilisé pour diluer le pétrole lourd pour favoriser sa circulation dans les oléoducs, mais il est également mélangé avec des pétroles plus lourds pour améliorer le taux d'octane des carburants. Dans ce cas-là, cette utilisation devrait apparaître en valeur négative dans la catégorie transfert, car les quantités de naphte sont transférées à un produit différent. Et il apparaîtra en parallèle en valeur positive dans la catégorie transfert des produits auxquels il a été transféré. Le naphte est également utilisé pour nettoyer les métaux. C'est là un usage non énergétique. À plus grande échelle, le naphte est aussi utilisé dans l'industrie pétrochimique comme matière première pour les réformeurs à vapeur et les vapocraqueurs pour la production d'hydrogène, d'éthylène et d'autres oléfines. Il s'agit là encore d'un usage non énergétique de l'industrie. Le kérosène est notamment utilisé pour la cuisine et l'éclairage dans le secteur des commerces ou le secteur résidentiel. Il est également utilisé comme carburant pour les tracteurs et autres matériels agricoles. Bien que cela puisse sembler relever des transports, il s'agit en fait d'une consommation du secteur agricole puisque ce n'est pas la fonction de transport qui est en jeu. Le kérosène est également utilisé dans les laboratoires chimiques à différentes fins. Il est utilisé pour nettoyer les matériaux, ce qui constitue un usage non énergétique. Une partie du kérosène est également utilisée dans les laboratoires chimiques comme source de chaleur, ce qui correspond à une consommation d'énergie du secteur chimique. Enfin, le carburéacteur est utilisé dans les avions à réaction pour des vols domestiques ou internationaux. Nous aborderons un peu plus loin la différenciation entre aviation domestique et internationale. L'essence est le plus souvent considérée comme un carburant pour le transport car elle est utilisée dans les voitures, les motos, les camions, les bateaux et d'autres véhicules de transport. Il est important de signaler ici que les voitures personnelles appartiennent à la catégorie du transport routier. L'ensemble des usages de l'essence pour les véhicules relève de la catégorie des transports. Cependant, l'essence consommée par un appareil domestique, tel qu'une tondeuse à gazon, sera comptabilisée comme une consommation du secteur résidentiel. De même, un matériel agricole fonctionnant à l'essence relève des usages agricoles. Les utilisations finales du diesel sont similaires à celles de l'essence. En effet, le diesel est principalement utilisé dans les véhicules de transport. Comme pour l'essence, la même distinction est faite lorsque le diesel est utilisé dans des appareils domestiques ou des machines agricoles, par exemple les tronçonneuses. Mais un grand nombre d'autres machines fonctionnent également au diesel. Ces utilisations finales doivent être classées de manière appropriée. Par exemple, la consommation d'une grue fonctionnant au diesel utilisée sur un chantier de construction relèvera du secteur de la construction. Le diesel est également couramment utilisé dans des groupes électrogènes, notamment pour fournir de l'électricité à petite échelle. Une maison sans accès au réseau électrique peut disposer de son propre générateur.
Cette utilisation du diesel est alors considérée comme une production d'électricité d'un autoproducteur, un sous-secteur de la catégorie centrale électrique. Le bitume est utilisé pour construire des routes et des toits. C'est un usage non énergétique car le bitume est alors utilisé comme matière première et non comme un combustible pour sa valeur énergétique. Les paraffines sont couramment utilisées dans les cosmétiques, les bougies et les crayons, des usages non énergétiques donc. Dans cette section, nous allons vous expliquer la distinction à faire entre les soutes maritimes aériennes internationales et l'aviation et la navigation nationale. Nous avons passé en revue précédemment les différents flux qui composent un bilan énergétique. Nous allons maintenant expliquer comment distinguer entre les soutes maritimes et aériennes internationales et la navigation et l'aviation domestique. Voyons d'abord ce que représentent les soutes maritimes et aériennes internationales. Les soutes maritimes internationales se réfèrent aux quantités de carburant livrées aux navires, tout pavillon confondu, engagés dans la navigation internationale. Le pétrole est ici utilisé comme carburant par le navire et ne fait pas partie de la cargaison. La consommation des navires affectés à la navigation domestique est exclue de cette catégorie. La distinction entre navigation nationale et internationale se fait en fonction des ports de départ et d'arrivée des navires et non de leur pavillon ou de leur nationalité. Les consommations des navires de pêche et des forces militaires sont également exclues de cette catégorie. Elles sont comptabilisées dans le sous-secteur de la pêche et dans les autres secteurs non spécifiés du secteur transport, respectivement. De la même façon, les soutes aériennes internationales se réfèrent aux livraisons de carburant aux avions pour les vols internationaux. Les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers ne sont pas pris en compte dans cette catégorie. La distinction entre aviation nationale et internationale se fait selon les lieux de départ et d'atterrissage des avions et non en fonction de la nationalité des compagnies aériennes. Les soutes maritimes et aériennes internationales doivent être soustraites à l'offre domestique selon les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques. Les consommations de la navigation et de l'aviation domestique se comptabilisent du côté de la demande dans le bilan énergétique, plus particulièrement au niveau du secteur des transports. La consommation de la navigation domestique comprend les carburants livrés aux navires, tout pavillon confondu, non affectés à la navigation internationale, c'est-à-dire les navires ou bateaux dont le port de départ et le port d'arrivée se situent dans le même pays. La consommation de l'aviation domestique comprend les livraisons de carburant aux avions destinés à l'aviation domestique, commerciale, privée, agricole, etc. Comme pour la navigation domestique, cela comprend l'ensemble des avions dont l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée se situent dans le même pays. Cette consommation comprend également l'utilisation de carburant à d'autres fins que le vol, tels les essais des moteurs au banc. La collecte et la validation des données sur le pétrole ne sont pas des tâches aisées, mais elles sont essentielles pour prendre des décisions politiques et économiques éclairées. L'objectif d'un système de collecte est de recueillir des données sur l'énergie qui soient précises et fiables. Pour cela, il convient de mettre en place un cadre juridique à travers des lois sur les statistiques et d'autres lois et règlements nationaux. Il est préférable de rendre obligatoire la déclaration des données sur l'énergie. Un cadre institutionnel. Le cadre juridique crée la base nécessaire, mais non suffisante, pour la collecte de statistiques sur l'énergie. Il convient également d'établir un cadre institutionnel pour garantir, collecter et compiler les statistiques sur l'énergie de la manière la plus efficace possible en désignant les membres pertinents au sein du système national de statistiques de l'énergie. Un mécanisme de rapportage et de diffusion approprié. Questionnaire compatible avec les normes internationales, réseau de contacts, calendrier prévisionnel. Il faut également allouer les ressources nécessaires à la collecte et au traitement des données. Enfin, il convient de revoir les méthodologies régulièrement pour anticiper et s'adapter aux évolutions et répondre aux besoins de données nationaux et internationaux. La collecte de données a un coût. Néanmoins, il faut savoir que le manque de données de qualité peut s'avérer bien plus coûteux que leur collecte et les activités associées. Il faut parvenir à un équilibre entre l'utilisation efficace des ressources et la collecte des données nécessaires. Ce qui est nécessaire dépendra des besoins des utilisateurs de données,
sachant qu'il n'est pas possible de répondre à tous les besoins. Il est important de prendre en compte les évolutions du secteur de l'énergie et de limiter la collecte en coopération avec les agences gouvernementales concernées. Compte tenu du rôle et de l'importance des statistiques sur l'énergie, on pourrait s'attendre à ce que les données de base sur l'énergie soient disponibles, fiables et actualisées. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs raisons à cela. La libéralisation des marchés de l'énergie, notamment, a eu un double impact sur les statistiques. Tout d'abord, alors qu'il était relativement aisé d'obtenir des informations détaillées auprès d'une seule entreprise nationale de services publics par le passé, il est désormais nécessaire d'enquêter des centaines d'entreprises pour disposer d'une vision globale du secteur. En second lieu, l'existence d'un marché concurrentiel pose également des problèmes en termes de confidentialité, ce qui complique également la collecte des données. Ajoutons à cela le manque de ressources et la rotation rapide des personnels. La collecte de données sur l'énergie est un processus complexe et coûteux. Nous donnons ici un aperçu des différentes méthodes de collecte qui peuvent être utilisées pour produire des statistiques sur l'énergie. Les enquêtes. Les pays peuvent collecter des données auprès de l'ensemble de la population lors d'un recensement, ou bien ils peuvent cibler un sous-ensemble de personnes représentatives sélectionnées parmi la population. Il s'agit alors d'une enquête par sondage. Les recensements représentent un exercice coûteux et chronophage, notamment pour la collecte de données sur la consommation finale. Il existe deux types différents d'enquêtes en fonction des unités d'échantillonnage, les enquêtes auprès des entreprises et les enquêtes auprès des ménages. Des registres d'entreprises et/ou des listes sont utilisés comme cadre de l'enquête. Les normes internationales doivent être prises en compte lors de la conception des questionnaires, par exemple pour les unités de mesure ou la définition des produits et flux énergétiques. Les données administratives sont les données collectées à des fins administratives. Elles peuvent être détenues par les services de l'État ou par des entreprises publiques ou privées. Elles peuvent contribuer à réduire la charge des enquêtes. Mais comme elles dépendent de tierces parties, une coopération entre les décideurs, les administrations et les statisticiens est nécessaire. Nous allons maintenant illustrer les méthodes et sources de données exploitables dans le cas du pétrole. Il existe deux sources principales de données sur le pétrole, celles en provenance de l'industrie et de l'énergie ou des fournisseurs du côté de l'offre, celles en provenance des consommateurs d'énergie du côté de la demande. Côté offre, les données peuvent être collectées auprès des entreprises de l'industrie de l'énergie dont les activités sont directement liées à la production ou à une partie de la chaîne d'approvisionnement. Les données sont collectées auprès des producteurs d'énergie à travers des enquêtes ou en ayant recours aux données administratives. Les données sur les importations et les exportations sont généralement compilées par les douanes. Côté demande, la consommation d'énergie peut être mesurée par les enquêtes sur la consommation finale des ménages et des entreprises. Cela comprend des enquêtes auprès des industries, des ménages et des entreprises qui utilisent le pétrole, mais également auprès des distributeurs qui vendent du pétrole et des produits pétroliers. Les enquêtes sur la consommation finale sont des instruments primordiaux pour évaluer les activités consommatrices d'énergie, suivre le potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique, et aider à concevoir les futurs programmes et politiques publiques. Cependant, les données sur la consommation finale de pétrole figurent parmi les plus complexes à compiler et à comprendre en fonction de la grande diversité des produits et des usages, de l'étendue des réseaux de distribution, de la mobilité et du degré de détail des questionnaires. Néanmoins, au niveau national, le suivi de la production et la distribution de pétrole est important à des fins administratives. Idéalement, grâce à la collecte de données auprès de différents organismes d'un même pays, il devrait être possible de faire correspondre la quantité de pétrole produite et celle distribuée aux différents consommateurs. Pour avoir une vision complète de l'offre et de la demande de pétrole, il convient d'adopter une approche intégrée pour la collecte de données. Cela implique d'utiliser les enquêtes existantes, les mesures directes et les données administratives et de compléter les données existantes grâce aux outils d'estimation et de modélisation pour combler les lacunes éventuelles dans les données ou pallier les statistiques manquantes ou mal couvertes. Bien entendu, ces méthodes doivent être adaptées à l'évolution des modes de production et de consommation. Par exemple, les produits pétroliers, principalement utilisés dans les transports, peuvent être distribués soit par une seule entreprise réglementée au niveau national, soit au travers d'un réseau composé d'un grand nombre de distributeurs dans un marché libéralisé.
les méthodes de collecte à adopter différeront dans ces deux cas. Nous approchons de la fin de cette présentation. Nous avons évoqué l'importance du pétrole dans le monde, le bilan énergétique du pétrole, ses différentes utilisations, la distinction entre les soutes maritimes et aériennes internationales et l'aviation et la navigation domestique, ainsi que les méthodes et enjeux de la collecte de données sur le pétrole. Voyons maintenant quel usage il est fait de ces données. Les données collectées par l'AIE sont utilisées de différentes façons. Une fois les données traitées et publiées, elles sont utilisées de différentes manières. En dehors de l'AIE, elles sont largement utilisées par les gouvernements, les universitaires et les chercheurs, les analystes financiers et les investisseurs, ainsi que par les associations et fédérations professionnelles. Elles sont utilisées à différentes fins, notamment pour évaluer la sécurité de l'approvisionnement, pour comparer les performances de différents pays, pour évaluer l'efficacité des politiques publiques et surtout pour prendre des décisions politiques et économiques éclairées. Au sein de l'AIE, les données sur le pétrole sont principalement utilisées pour la publication de notre rapport d'information sur le pétrole et dans les bases de données qui lui sont associées. Elles sont également utilisées pour le calcul des bilans énergétiques, des émissions de CO2 et des indicateurs d'efficacité énergétique. Elles sont par ailleurs utilisées largement dans toute l'agence pour effectuer des analyses et élaborer des prévisions, mais également pour produire les perspectives énergétiques mondiales, le World Energy Outlook, l'une des publications phares de l'AIE. Les statistiques les plus utilisées peuvent être consultées dans un livret accessible à tous intitulé « Statistiques clés sur l'énergie mondiale », mais aussi via l'application mobile associée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent le cadre méthodologique. Au revoir et à bientôt.